Lorsqu'on s'intéresse au continent perdu, on évoque souvent l'Atlantide, la Lémurie ou encore Mu. Mais très peu de gens connaissent Hyperborée, l'île mythique du Grand Nord. Pourtant, si l'on en croit les légendes, cette terre solaire d'une blancheur éclatante serait le berceau de l'humanité, le royaume d'un âge d'or oublié de tous, où le mal, la maladie, la guerre et la mort étaient bannis. Ce centre lumineux abritait des hommes célestes dont la pureté de cœur égalait celle des anges. Hyperboréen vient du grec hyperboréoi, qui signifie ceux qui vivent par-delà les souffles du froid boré, le vent du nord. Les hyperboréens auraient vécu à une époque antédiluvienne, qui peut être vue comme l'âge d'or des mythes et le jardin d'Éden des traditions monothéistes. Le climat était très clément, car le soleil arrosait constamment l'île paradisiaque de ses rayons chaleureux, jusqu'au jour maudit où l'axe de la Terre s'inclina, ce qui provoqua un changement climatique violent et soudain qui glaça ces terres autrefois bénies des dieux. On raconte que les hommes habitant cette terre étaient végétariens et qu'ils n'avaient pratiquement pas besoin de se nourrir. La spiritualité suffisait à les maintenir en vie. Le dieu Apollon, dieu de la lumière, venait y passer l'hiver en compagnie de sa mère Leto, native d'Hyperborée. Thésée et Persée, les héros mythiques, visitèrent Hyperborée et Héraclès y passa en poursuivant la biche de Sérénie. Géographiquement, on situe le plus souvent Hyperborée dans l'Arctique. Selon un certain nombre d'auteurs anciens, le soleil ne s'y serait levé et couché qu'une seule fois par an, ce qui signifie que cette civilisation était très probablement située au-dessus ou sur le cercle arctique. Les légendes relatives aux 4 royaumes indiquent que l'Hyperborée comprenait plusieurs terres, plusieurs îles. En outre, il devait y avoir un centre, situé au pôle ou très près de celui-ci, siège du pouvoir suprême. Le centre du continent polaire, la terre du milieu, était certainement ce que les Grecs désignèrent sous le nom de Thulé, les Toltèques sous celui de Tula, et que les Celtes retranscrirent en Tara, capitale du royaume du milieu, d'après Christophe Levallois et son livre À la recherche de l'Hyperborée, paru en 1984. Hécaté et quelques autres disent en effet que dans les régions qui font face à la Celtique, il y a une île qui n'est pas moins importante que la Sicile. Elle est située au nord et habitée par ceux qui sont nommés Hyperboréens, parce qu'ils sont au-delà du souffle de Borée. Cette île a un sol fertile qui permet toutes sortes de productions, et un climat remarquable qui produit 2 récoltes par an. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, certains mystiques comme le théosophe français Guillaume Postel situaient le paradis au pôle Nord. Les premières mentions des Hyperboréens se trouvent au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les Épigones et chez Hésiode. Alcée mentionne les signes sacrés qui transportèrent Apollon, après sa naissance, de Délos jusqu'au pays des Hyperboréens, et de là, au bout d'1 an, sont arrivés à Delphes. Hésiode raconte que leur terre, Hyperborée, serait parfaite, avec le soleil qui brille éternellement. Le climat y est perpétuellement tempéré et fertile. Leurs mœurs sont très pures, et ils sont d'une grande piété. L'année se divise en un jour de 6 mois et une nuit de 6 mois. Ils vivaient dans les bois, des fruits du sol, sans manger de viande, et ils ignorent la guerre et les conflits. Diodore de Sicile, historien grec ayant vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit que, maintenant pour notre part, comme nous avons fait mention des régions de l'Asie qui sont au nord, nous croyons qu'il n'est pas hors de propos de discuter de la légende des Hyperboréens. Selon ceux qui ont écrit sur les anciens mythes, Hécaté et certains autres disent que dans les régions situées au-delà des Celtes, il y a dans l'océan une île pas plus grande que la Sicile. Cette île, continue le récit, est située au nord et est habitée par les Hyperboréens, qui sont appelés par ce nom car leur domicile est l'endroit d'où souffle le vent du nord. Et l'île est à la fois fertile et productrice de toute culture. Et s'il arrive que le climat soit tempéré, elle produit 2 récoltes chaque année.
Mieux encore, la légende suivante est racontée la concernant. Leto est né sur cette île, et c'est pour cette raison qu'Apollon est honoré par eux, plus que les autres dieux. Et les habitants sont considérés comme des prêtres d'Apollon, d'après l'habitude qu'ils ont de prier le dieu chaque jour, continuellement et en chanson, et de l'honorer avec excès. Et il y a aussi sur l'île à la fois une magnifique enceinte consacrée à Apollon et un remarquable temple qui est orné de nombreuses offrandes votives et qui est de forme sphérique. De plus, il y a une ville qui est consacrée au dieu et dont la majorité des habitants sont des joueurs de sitar. Et ceux-ci jouent continuellement de leur instrument dans le temple et chantent des hymnes de louange au dieu, glorifiant ses actes. Pline l'Ancien, historien du 1er siècle après Jésus-Christ, écrit que derrière ces montagnes et au-delà de l'Aquilon, une nation heureuse, si on en croit les récits, appelée les Hyperboréens, et où les hommes atteignent une grande vieillesse, des merveilles fabuleuses en sont racontées. On dit que là sont les gonds du monde, et la dernière limite de la révolution des astres. Le soleil y donne une lumière de 6 mois et un seul jour, et il se cache non, comme des ignorants l'ont dit, de l'équinoxe du printemps à celui de l'automne, mais il n'y a dans l'année qu'un lever au solstice d'été, qu'un coucher au solstice d'hiver. La contrée est bien exposée, d'une température heureuse, et exempte de tout souffle nuisible. Les habitants ont pour demeure les forêts et les bois sacrés. Le culte des dieux est célébré par les individus et par le peuple. La discorde y est ignorée, ainsi que toute maladie. On n'y meurt que par satiété de la vie. Les Hyperboréens choisissaient donc délibérément de quitter cette terre pour rejoindre l'esprit divin, sûrement à la manière des brahmanes de l'hindouisme, dont l'âme, après une longue et intense méditation, abandonne le corps charnel lorsque le but de l'existence est atteint. Même si aujourd'hui cela nous surprend, le climat de l'Arctique en ce temps-là était donc plus que clément. Il y faisait bon vivre. La science prouve d'ailleurs qu'à une époque assez reculée, la région de l'Arctique était chaude et verdoyante. Il est presque impossible de savoir quand précisément ont vécu les Hyperboréens. Certains disent que les hommes de l'âge d'or, donc les Hyperboréens, seraient apparus il y a 60 000 ans, ce qui correspond pour les hindous au début de notre Manvantara, ou présent cycle de notre humanité. D'autres émettent l'hypothèse que l'île fut dévorée par les glaces il y a environ 12 000 ans, mais qu'avant ça cette région avait un climat tempéré, voire tropical. Le niveau de la mer était beaucoup plus bas, de sorte qu'un continent reliait les îles britanniques, et les îles du Nord formaient un espace de terre continu. La présence végétale, animale et humaine était abondante. Ce continent, dit-on, était divisé par 4 rivières, et en 4 parties portant le nom de Kara, Ré, Svaga et Tula. Au milieu du continent s'élevait la légendaire montagne de paix, Meru. Les mythes et les historiens de l'Antiquité nous apprennent qu'il y avait des liens commerciaux et spirituels entre les Hyperboréens, ou du moins les colonies ayant survécu à la glaciation, et les Grecs. Les élites politiques et spirituelles ayant fondé la civilisation grecque seraient eux-mêmes des Hyperboréens. Le dieu Apollon, venu d'Hyperborée, et adopté par les Grecs, sert de lien spirituel et culturel entre les deux peuples. Comme il a été dit plus tôt, ce dieu de la lumière polaire vivait une partie de l'année en Grèce et l'autre partie en Hyperborée. Je me demande si Apollon ne pourrait pas être le symbole d'une élite spirituelle et politique qui faisait les voyages entre Hyperborée et la Grèce, pour entretenir les liens traditionnels entre ces deux civilisations sœurs, du moins aux origines de la civilisation grecque, quand celle-ci n'avait pas encore dégénéré dans l'idolâtrie. La légende raconte que les Perfères sont des ministres secondaires qui vinrent du pays des Hyperboréens à Délos, sous la conduite des vierges Laodice et Hyperroché, pour offrir à Apollon et à Diane de la laine et des gâteaux. De là leur surnom d'Amalophorès et d'Oulophorès. Antérieurement aux Perfères, l'île Sainte avait noué des communications avec l'Hyperborée. Pausanias, autre historien de l'Antiquité, donne lui une autre version de cette légende. Les deux vierges sont remplacées par 2 héros hyperboréens, Hyperrhocos et Laodicos, assistés par un troisième individu nommé Pyros. Tous trois se sont rendus à Delphes et non plus Délos. Ils auraient aidé les Delphiens lors d'une guerre contre les Gaulois. D'après les récits historiques, comme légendaires, les Hyperboréens étaient des êtres dotés de pouvoirs surnaturels.
capable, dit-on, de réaliser des miracles. Le philosophe Clément d'Alexandrie affirme que de grands hommes comme Pythagore et Zoroastre réalisaient souvent des miracles grâce à leur pouvoir hyperboréen. Ces grands personnages historiques avaient-ils des origines hyperboréennes ou ont-ils eu accès à des connaissances venues du Grand Nord? Empédocle, philosophe grec du 5e siècle, pouvait, dit-on, retenir le vent, détourner la peste, délivrer les terres de la stérilité, guérir par la musique. Il était végétarien comme Pythagore. Tous ces êtres hors du commun possédaient également le pouvoir de divination. Abaris, personnage mi-historique mi-légendaire, sorti de la Scythie ou des régions hyperboréennes, était prêtre d'Apollon. Il parcourut, dit-on, toute la terre sans rien manger, portant avec lui une flèche mystérieuse, symbole d'Apollon, le tireur d'arc, ou, selon d'autres, portait sur cette flèche qui traversait rapidement les airs. Il savait prédire l'avenir et était très habile dans la médecine. Il délivra plusieurs peuples de la Grèce des fléaux qui les décimaient. D'après la littérature grecque, les hyperboréens sont décrits comme étant des géants, mais on ne sait pas si ce mot doit être pris au sens propre ou au sens figuré. Car dans l'Antiquité, le mot géant pouvait être synonyme de héros. Un homme ayant accompli de nombreux exploits dépassant l'entendement était un géant. En tout cas, ce peuple de géants venait régulièrement protéger les Grecs, tel Thésée à la bataille de Marathon. Même s'ils ne faisaient pas non plus 20 mètres de haut, on peut imaginer que ces hommes étaient plus grands que la moyenne. Des auteurs antiques tels que Pindare, Pline ou encore Hérodote affirment que les hyperboréens pouvaient vivre très longtemps, plus de 1000 ans. Ils étaient calmes et avaient de longues chevelures blondes. Ceux qui leur ressembleraient le plus aujourd'hui seraient les peuples nordiques et les Germains, car leurs ancêtres vikings faisaient partie des dernières colonies à avoir quitté Hyperborée. Ils ont longtemps vécu à proximité du continent glacé. Les Vikings avaient su préserver le caractère héroïque de leurs ancêtres. Un même caractère que l'on retrouve chez les Grecs, chez les Romains, mais également chez les Hindous. Les mythes héroïques grecs, hindous et même nordiques ont beaucoup de similitudes, car toutes ces civilisations dites indo-européennes ont été fondées par des hyperboréens. On pourrait dire la même chose d'autres civilisations comme la Perse, l'Égypte ou encore la Chine. Elles ont toutes été fondées par des colonies hyperboréennes, qui se sont mélangées avec les peuples autochtones. C'est pour cela que les cœurs ésotériques et métaphysiques de toutes ces traditions sont similaires, car elles proviennent toutes de la même source hyperboréenne. Il y a aussi de nombreux symboles qui sont communs à toutes ces civilisations, ainsi que les racines étymologiques de certains mots. Le premier grand historien grec connu, Hérodote, parlait déjà de Thulé, et en termes combien étranges. C'est une île de glace située dans le Grand Nord, où vécurent des hommes transparents. Selon des sources anciennes, les habitants d'Hyperborée possédaient une énorme quantité de connaissances, bien plus que les anciens Grecs. De nos jours, ce sont, je pense, les hindous qui ont le mieux préservé une partie de ces connaissances, et tout particulièrement les connaissances métaphysiques. D'après l'auteur romain Aélian, qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, les Hyperboréens auraient été tout proches d'une guerre avec les Atlantes. Mais la grande force qui émanait des Hyperboréens aurait effrayé les soldats atlantes qui du coup ont renoncé à les affronter au dernier moment. Si ce récit est vrai, cela signifie que l'Atlantide, qui est une colonie hyperboréenne, aurait été fondée bien avant l'extinction de la civilisation boréenne. Au fil des siècles, les Atlantes auraient pris leur indépendance, jusqu'à vouloir entrer en guerre contre Hyperborée, pour des raisons qui nous échappent. Des métaphysiciens comme René Guénon affirment qu'Hyperborée serait le centre originel de toutes les traditions sacrées. Toutes les traditions ancestrales, comme la tradition égyptienne, grecque, celte, hindoue, chinoise, etc., diffèrent dans leur forme, mais gardent un même fond ésotérique, un même symbolisme métaphysique dont l'origine est Hyperborée et sa tradition primordiale polaire. Jean-Marc Vivenza, dans son dictionnaire de René Guénon, explique qu'étant considérée comme la plus ancienne tradition de l'humanité, en tout cas de l'humanité actuelle, l'Hyperborée est la véritable tradition primitive pour notre présent Manvantara, ou cycle. On a tendance à confondre très régulièrement l'Hyperborée et l'Atlantide, alors que ce sont deux régions bien distinctes. La première, comme l'écrit Guénon, était bien antérieure à la seconde. Guénon pensait que la Terre solaire, la Syrie primitive,
était identique à la Thula hyperboréenne, c'est-à-dire le centre spirituel primordial. Touchant à cette question, Guénon fait d'ailleurs remarquer que la racine sanscrite var, utilisée pour signifier le nom du sanglier, est présente dans les langues nordiques sous la forme bor. Or, c'est précisément à partir de la racine de Varaï, terre du sanglier, qui désigne la terre sacrée ou polaire, le siège du centre spirituel primordial, que provient Boré, qui est en réalité le nom courant historiquement d'Hyperborée. C'est pourquoi René Guénon suggère qu'il vaudrait mieux, en dépit de l'usage qui a prévalu depuis lors, qualifier la tradition primordiale non pas d'hyperboréenne, mais simplement de boréenne, affirmant par là sans équivoque sa connexion avec la Borée ou terre du sanglier. Signalons à propos de ce problème que dans un article en réponse à Paul Lecourt, Guénon précisa très clairement sa position concernant l'origine des traditions, affirmant que cette origine n'est ni occidentale ni orientale, mais polaire. Julius Evola, autre penseur traditionnaliste, écrit quant à lui que les textes Arya de l'Inde, comme les Védas et le Mahabharata, conservent le souvenir de la région arctique sous forme d'allusions astronomiques et de calendriers, qui ne sont compréhensibles que par rapport à cette région. Dans la tradition hindoue, le mot Dvipa, qui signifie textuellement continent insulaire, est souvent employé en réalité pour désigner différents cycles, par transposition temporelle d'une notion spatiale, cycle-île. Or, on trouve dans la doctrine des Dvipa des références significatives au centre arctique, qui se trouvent mélangées toutefois avec d'autres données. La Svetadvipa, ou île de la splendeur, que nous avons déjà mentionnée, est localisée dans l'extrême septentrion, et on parle souvent des Uttarakura comme d'une race originaire du nord. Mais le Svetadvipa, de même que le Kura, font partie de Jambudvipa, c'est-à-dire du continent insulaire polaire, qui est le premier des différentes Vipas et en même temps leur centre commun. Son souvenir se mêle à celui du Sakadvipa, situé dans la mer Blanche ou mer de lait, c'est-à-dire dans la mer Arctique. Il ne s'y serait pas produit de déviation par rapport à la norme ni à la loi d'en haut. 4 castes, correspondant à celle dont nous avons déjà parlé, y vénèrent Vishnu, sous sa forme solaire, qu'il apparente à l'Apollon hyperboréen. Selon le Kurma Purana, le siège de ce Vishnu solaire, ayant pour signe la croix polaire, c'est-à-dire la croix gammée ou svastika, coïncide elle aussi avec le Svetadvipa, dont on dit dans le Padma Purana qu'au-delà de tout ce qui est peur et agitation samsarique, il est la résidence des grands ascètes, Mahayogis et des fils de Brahman, équivalent des hommes transcendants habitant dans le nord, dont il est question dans la tradition chinoise. Ils vivent près de Hari, qui est Vishnu représenté comme le blond ou le doré, et près d'un trône symbolique, soutenu par des lions resplendissants comme le soleil et rayonnants comme le feu. Ce sont des variantes du thème de la Terre du Soleil. Sur le plan doctrinal, on trouve un écho de ce thème dans le fait déjà mentionné que la voie du Devayana, qui contrairement à celle du retour au man ou au mer, conduit à l'immortalité solaire et aux états super-individuels de l'être, fut appelée la voie du Nord en sanskrit. Nord Uttara signifie également la région la plus élevée ou suprême, et l'on appelle Uttarayana chemin septentrional, le parcours du soleil entre les solstices d'hiver et d'été, qui est précisément une voie ascendante. Voilà pour cette vidéo sur Hyperborée qui, je l'espère, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également faire un don pour m'aider à continuer mon travail, surtout si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci à vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.